Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Marie Pochon, bonjour. Bonjour. On se rencontre pour parler de notre affaire à tous, de l'affaire du siècle. Vous allez nous raconter tout ça. Vous êtes coordinatrice générale de l'association Notre affaire à tous, qui a lancé entre autres la fameuse pétition pour le climat qui a recueilli plus de 2 millions de signatures. Nous sommes donc aujourd'hui à la base. On va commencer donc par la base, un nouveau lieu dans Paris qui est le nouveau QG des associations engagées pour le climat. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce lieu ? Oui, la base, c'est effectivement un lieu de convergence entre plusieurs mouvements et associations qui se battent à la fois pour la justice climatique et la justice sociale. Donc on retrouve une dizaine d'associations qui sont fondatrices de ce lieu, dont Alternatiba, Notre affaire à tous bien évidemment, Partager c'est sympa, 350.org, le mouvement. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais effectivement, c'est la convergence de l'ensemble de ces associations qui sont très différentes. Que ce soit dans leur objet, que ce soit dans leur mode d'action aussi, qui est extrêmement intéressant puisque ça permet effectivement de construire, nous l'espérons, de construire des ponts entre ces différents modes d'action, de faire levier ensemble, de construire les mobilisations citoyennes de demain. Donc on a pu ici organiser notamment les mobilisations du 15 et du 16 mars. Et ça grouillait un petit peu de partout, que ce soit dans la fabrication de pancartes, que ce soit dans des réunions. Oui, parce que ça a ouvert officiellement fin mars, mais vous êtes dans les locaux depuis quelques semaines. Tout à fait. L'inauguration était le 30 mars. Mais effectivement, il y avait pas mal d'associations qui étaient déjà présentes avant et pas mal de citoyens, de bénévoles en fait, qui sont venus construire cette base-là. Puisqu'en fait le bâtiment n'était pas en si bon état. Et c'est effectivement le travail bénévole de centaines de personnes qui sont venues repeindre, qui sont venues remettre à jour ce lieu. Et c'est assez incroyable en réalité, rien que dans la construction du lieu, ce que la force citoyenne a pu donner. Et on l'a vu le 15 et 16 mars, que l'association de l'ensemble de ces mouvements-là et des citoyens, ce que ça a pu donner dans les rues. Et effectivement, c'est extrêmement réjouissant d'être là et on invite tout le monde à s'y rendre régulièrement. Il y a des événements très régulièrement à la base et tout le monde peut les rejoindre. Comment et quand est née Notre affaire à tous ? Alors, Notre affaire à tous est née en 2015, à l'été 2015, de la convergence de militants de la reconnaissance de l'écocide, donc notamment Valérie Cabane, qui est juriste internationale des droits de la nature et qui se bat depuis des années pour la reconnaissance de l'écocide, c'est-à-dire les crimes commis contre la nature. Donc Valérie Cabane, Marie Toussaint aussi, qui est une des fondatrices de l'association et qui a été la présidente de l'association jusqu'à janvier dernier, qui a fait énormément aussi dans ce travail-là. Et donc ça, c'était des militants des droits de la nature, de la reconnaissance de l'écocide, qui ont travaillé main dans la main avec des militants qui venaient plutôt d'Alternatiba. C'était un mouvement à l'époque qui était en train de naître, qui venait plutôt du bas, qui essayait de faire naître des alternatives au travers de la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire l'État où nos dirigeants ne font pas assez, mais nous allons construire par le bas une force qui est assez imposante pour peser et en fait faire changer le système, et du coup pas le climat. Et donc effectivement, c'est la rencontre de ces différents militants qui a eu lieu en 2015, en se disant, et notamment au vu de ce qui se passait au niveau international, on voyait l'émergence de ces recours en justice, notamment par des citoyens. Et à l'été 2015, ce qui est marquant, c'est la première victoire devant le juge de l'affaire Urgenda, qui est la fondation Urgenda et plus de 700 citoyens qui ont assigné l'État néerlandais en justice pour manque d'ambition de ses objectifs et qui gagnaient à l'été 2015 devant le juge reconnaissait effectivement la faute de l'État néerlandais et son obligation d'agir. Après, il y a eu aussi pas mal de victoires, mais il y avait en général ce mouvement naissant au niveau international. Et c'est effectivement en retour à ça que, alors que la France allait accueillir les accords de Paris, que l'ensemble de ces militants-là s'est rassemblé en association pour porter comme objet et comme sujet le droit comme un outil pour la lutte pour l'action climatique. Et donc, on est aussi constitué à 80%, je dirais, de juristes, de magistrats, d'avocats qui, pro bono, de manière bénévole, travaillent à l'extension du domaine de nos droits, à la protection bien entendu de nos droits humains face à la catastrophe climatique, à l'extension de ces droits-là et du coup à l'extension des responsabilités des États, des multinationales en matière de protection et de droit environnemental. Et moi-même, je ne suis pas juriste, par contre, donc j'ai une des rares non-juristes de l'association. Dans la lignée, dans le prolongement de Notre affaire à tous, il y a l'affaire du siècle, donc cette fameuse pétition qui a atteint plus de 2 millions de signatures. C'est fin 2018 que vous l'avez lancée. L'interpellation, la demande préalable
Et le lancement de la pétition, ça a été fait le 18 décembre dernier. Ouais. Enfin, effectivement, c'est pas qu'une pétition, puisque c'est effectivement un recours en plein contentieux en matière climatique contre l'État français en justice. Les deux vont ensemble. L'association s'était fondée autour de l'exemple d'Urgenda, notamment avec l'idée qu'en France, on se devait de pouvoir aussi contraindre notre État à son propre droit. Ce sont des choses auxquelles l'État s'est engagé. Alors tout à fait, il s'est engagé au travers d'engagements internationaux, bien entendu, celui des COP, mais il s'est aussi engagé au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, de sa propre constitution, et de la charte de l'environnement notamment, qui décrit que chaque citoyen français a le droit à un environnement sain, et en général, c'est ses obligations en matière de protection des droits humains. Donc effectivement, on constate un certain nombre d'obligations de l'État français qu'aujourd'hui, il ne remplit pas. Donc cette idée de porter un recours en justice, effectivement, il fait partie de l'ADN de l'association et de l'histoire de sa naissance aussi. Si ça a mis beaucoup de temps, c'est parce que ça met beaucoup de temps, en réalité, à porter une action de cette envergure-là. Nous, ça fait effectivement 2 ans qu'on y travaille avec nos juristes de manière bénévole, avec le cabinet d'avocats Vigo qui nous a accompagnés depuis le début dans cette aventure. Et donc vous êtes parti à 4 associations. Oui, cette idée de pétition, elle était sur la table dès le début, avec les 3 associations qui sont co-requérantes avec nous, puisqu'effectivement le recours est porté aujourd'hui par notre affaire à tous, par Oxfam France, par Greenpeace France et par la Fondation pour la Nature et l'Homme, Nicolas Hulot. Et voilà, donc c'est les 4 associations qui sont co-requérantes dans cette affaire. Ce qui était impressionnant, c'est que cette pétition, en quelques semaines, vous atteignez 2 millions de signataires. Le plus étonnant, nous, c'est vrai qu'on n'avait jamais imaginé avoir autant de signatures de soutien, même si on se disait que ça allait pouvoir avoir un poids. Et effectivement, au bout de 48 heures, on avait déjà 1 million de signatures, donc ce qui était historique. La pétition a aussi été soutenue par de nombreuses personnalités. Et pas des moindres. Oui. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Tout à fait. En fait, on a travaillé avec 2 réseaux de youtubeurs et de créateurs pour ce lancement de la pétition de soutien, avec On est prêt, qui est né l'année dernière aussi, et qui est un réseau d'influenceurs, de créateurs vidéo qui souhaitent que les citoyens s'engagent, qui accompagnent en tout cas l'engagement des citoyens, notamment au travers de démarches individuelles, mais aussi collectives, puisque l'affaire du siècle en fait partie. Et le réseau Il est encore temps, qui est aussi un réseau de youtubeurs et de vidéastes qui sont engagés sur les questions climatiques. Donc effectivement, ces 2 réseaux-là nous ont accompagnés dans le lancement et nous ont permis d'avoir dans la vidéo de lancement qui a été vue plus de 14 millions de fois, si je ne me trompe pas, avec effectivement à l'intérieur beaucoup de youtubeurs qui parlent plus à la jeune génération et que je ne connais pas moi non plus, mais qui ont des communautés extrêmement larges, ça se compte en millions, et des célébrités un peu plus classiques. On avait Marion Cotillard, Danny Boone, Juliette Binoche, Cyril Dion. Et donc effectivement, on a travaillé avec une palette de célébrités, d'artistes qui s'engagent en matière environnementale, avec l'idée derrière que eux puissent s'approprier ce discours-là et puissent le porter, puissent être aussi des porte-parole de ce recours, puisque ce qu'on dit bien au travers du recours de l'affaire du siècle, c'est qu'effectivement il est déposé par 4 associations qui sont co-requérantes dans ce cadre-là. Cependant, on le fait au nom de l'intérêt général. On a aujourd'hui un problème en France, mais aussi dans pas mal de pays en réalité, que les citoyens n'ont pas forcément accès à la justice, notamment pour défendre leurs droits environnementaux. Et du coup, nous, on est arrivé pour déposer en fait ce recours-là au nom de l'intérêt général et au nom de l'intérêt de tous. Donc effectivement, les 2 millions de personnes qui ont soutenu cette initiative, les célébrités, l'ensemble des personnes qui souhaitent s'engager à nos côtés, peuvent être les porte-paroles de ce recours, puisqu'il est fait au nom de tous. Et c'est vraiment pour protéger nos droits à tous qui sont aujourd'hui menacés. Et nous, on est ravis d'avoir aussi ces porte-paroles qui peuvent avoir une audience bien plus large que nos associations qui parlent souvent aux mêmes personnes voilà. Déjà acquises à la cause. Tout à fait. Et c'est très difficile quand on pointe ce qu'on a fait en décembre dernier. On a pointé l'inaction de ces 40 dernières années. Donc c'est pas une action qui est dirigée contre ce gouvernement en particulier, mais c'est vraiment l'inaction des 40 dernières années, donc de l'ensemble des gouvernements qui étaient en poste à ce moment-là. C'est vrai qu'aujourd'hui on s'adresse au gouvernement actuel qui est aujourd'hui dépositaire du coup de ce bilan. Enfin, on ne s'attendait pas non plus à une révolution en 2 mois, puisqu'ils avaient 2 mois pour répondre à cette interpellation, même si il aurait pu y avoir des actes concrets, en tout cas des propositions de loi, des nouvelles propositions sur la table
Et ça n'a pas été le choix du gouvernement, qui a choisi de défendre plutôt la ligne qui était aujourd'hui la leur, en remettant un petit peu la faute sur des citoyens ou des entreprises qui ne seraient pas prêts à agir, sur les gilets jaunes qui bloqueraient toute possibilité d'ambition écologique. Et donc effectivement, nous, on n'a pas considéré cette réponse comme une réponse qui était valable, et on a effectivement décidé de déposer ce recours en plein contentieux devant le tribunal administratif le 14 mars dernier. Donc c'est une première étape dans ce dépôt du recours, puisqu'aujourd'hui nous devons compléter cette requête sommaire qui a été déposée le 14 mars dernier par des mémoires complémentaires qui viendront compléter le dossier. Une fois que ça s'est fait, et ce sera fait d'ici la fin mai, le recours du coup suivra son cours. La procédure devrait durer de 1 à 2 ans avant le jugement du tribunal administratif. Et dans cette période-là, vont avoir lieu des échanges de parties et des échanges de questions-réponses entre l'État et la défense de l'État et nous, co-requérants. Et voilà, et on peut imaginer pas mal de choses qui puissent arriver aussi dans cette période-là, notamment des interventions volontaires d'experts ou d'associations qui voudraient s'adjoindre à la procédure et qui voudraient apporter leur expertise sur certains points clés, par exemple en matière de biodiversité, par exemple en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité de la politique du logement, etc. et qui pourraient venir apporter cette expertise effectivement dans la procédure. Vous avez publié récemment donc un manifeste pour une justice climatique intitulé « Comment nous allons sauver le monde ?» C'est ambitieux. Enfin, il faut de l'ambition en ce moment. Donc, oui. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un petit manifeste qui se trouve partout en France, qui raconte les fondements de notre combat pour la justice climatique, qui raconte en fait l'ensemble de notre histoire et l'ensemble du récit qui porte nos diverses actions, puisqu'effectivement on est plutôt connu pour être co-requérant de l'affaire du siècle. Par contre, on agit aussi sur énormément d'autres aspects, qu'on travaille à la fois sur la reconnaissance de l'écocide, à la fois sur l'inscription du climat et des limites planétaires dans notre droit, qu'on travaille sur la jurisprudence citoyenne, ce qu'on est en train de faire avec l'affaire du siècle. En réalité, il y a une connexion globale entre tout ça. Enfin, ce manifeste-là nous permet de créer des ponts entre l'ensemble de ces combats-là, de montrer cette cohérence-là. Et au-delà de ça, ce que ce manifeste dit, c'est qu'on peut aussi avoir de l'espoir, puisque ensemble, on peut gagner. Et effectivement, quand on est tout seul, c'est très difficile de faire bouger les choses. Aujourd'hui, ce qu'on a pu faire avec l'affaire du siècle, c'est notamment de prouver qu'on était des millions, en réalité, à vouloir ce changement et à vouloir agir ensemble. Donc, créer cette communauté-là, créer les cadres d'action dans lesquels on peut agir ensemble et gagner ensemble, c'est essentiel, et effectivement, c'est ce qu'on essaye de démontrer au travers de ce manifeste. Voilà. Dans ce manifeste, vous rappelez qu'aux États-Unis, en avril 1970, lors de la Journée de la Terre, 20 millions de personnes se sont rassemblées sous le slogan « Nous avons trouvé l'ennemi, c'est nous ». 2 ans plus tard, un rapport alertait aussi en disant « Halte à la croissance, sinon la société des hommes s'effondrera ». Nous sommes donc 50 ans plus tard. Certains trouvent les actions qui se mettent en place actuellement ridicules. J'ai lu ça dans certaines réponses qui vous ont été adressées dans la presse. Ou radicales. Si on peut aujourd'hui être attaqué sur la radicalité, peut-être, mais en fait, on n'aurait pas besoin de cette radicalité si effectivement les changements avaient été mis en œuvre dès les premières alertes. Donc effectivement, on parlait des années 60. À partir des années 60, il y a eu des premières alertes. La fondation du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts pour le climat, ça date de 1988, avec un premier rapport qui était déjà alarmant à l'époque sur le changement climatique qui était en cours. Donc en fait, on avait déjà des faits, à partir des années 80, on avait déjà des faits sur lesquels se baser et qui déjà alertaient nos décideurs pour enclencher la transition. Et cette transition, elle aurait été bien plus douce et elle aurait été bien plus acceptable par tous si elle avait été enclenchée plus tôt. Plus on avance dans le temps, plus les mesures qui vont devoir être prises vont être extrêmement radicales et elles vont être extrêmement difficiles. Et nous, c'est là où on appelle à une urgence de l'action et effectivement où on radicalise notre discours, puisqu'en fait, toute action qui devra être prise en dernière minute, etc., impactera forcément les plus faibles d'entre nous. Les plus fragiles, déjà autour du monde, etc., sont les premiers impactés par le changement climatique. Même en France, aujourd'hui, les premières victimes des règlements environnementaux ou des impacts de la pollution ou des impacts du changement climatique sont déjà les plus faibles d'entre nous. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes les plus précaires en général. Et en fait, plus on avance dans le temps et moins on en fait aujourd'hui,
plus ces impacts seront lourds et bien entendu que les plus riches, ceux qui contribuent notamment le plus aussi au changement climatique, auront les moyens de se protéger face à tout ça. Et en fait, ce sera les personnes les plus fragiles qui seront les premières impactées. Donc pour nous, c'est un souci, c'est pour ça qu'on parle de justice climatique et c'est pour ça qu'on lie les combats de justice sociale et de justice climatique. C'est une urgence absolue maintenant pour tout le monde d'agir dès maintenant. Et c'est ce qu'on dit aussi sur la question de l'affaire du siècle. On porte un recours juridique et beaucoup des critiques qui nous sont arrivées étaient de nous dire le temps juridique c'est un peu long quand même, il va falloir attendre 2 ans la réponse du juge. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas que ça. C'est pour ça qu'on a appelé aux mobilisations de masse les 15 et 16 mars. Et c'est pour ça qu'on est en train de construire des leviers d'action qui puissent devancer le jugement du tribunal. Ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'on a vu dans le cas Urgenda, que je citais déjà tout à l'heure, aux Pays-Bas. Avant même le jugement qui a été prononcé par le juge administratif en la matière, on avait vu un repositionnement de l'ensemble des partis politiques, de la classe politique néerlandaise sur les questions climatiques vers le haut. C'est-à-dire que chacun avait revu ses ambitions vers le haut en voyant le recours arriver. Donc on est en train de faire avancer, c'est une révolution culturelle en réalité sur la question climatique, à laquelle l'affaire du siècle participe, à laquelle l'action de multiples mouvements participe effectivement. Mais ça, c'est un combat qu'on doit gagner au-delà du combat juridique, ça y va au-delà, mais il y a une bataille culturelle à gagner. Je ne sais pas si on est en train de la gagner, on marque des points, on avance. Effectivement, là, l'ensemble des discours de l'ensemble des partis politiques étaient pro-écologie, pro-environnementaux. Effectivement, c'est une super nouvelle et on ne peut que se réjouir de ça. Par contre, aujourd'hui, on attend des actes, puisqu'effectivement, on n'a plus le temps d'attendre et on espère que l'ensemble de ces mouvements qui parlent beaucoup puissent défendre l'environnement dans les institutions et un peu partout où ils siègent. Donc, d'après un sondage Opinionway publié il y a quelques jours, 23% des habitants de l'Hexagone, donc presque un quart, déclarent ne pas croire au réchauffement climatique. Ce chiffre monte à 36% chez les 18-24 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai découvert aussi, oui, effectivement, ces chiffres-là. Je ne sais pas trop quoi en penser. Parce que, il y a encore du boulot. Il y a encore du travail, ça c'est sûr. Il y a un vrai phénomène, j'imagine, de déni qui est créé par ce sentiment d'impuissance face à quelque chose qui est bien plus large et que ça facilite quand même bien le travail du cerveau que de se dire en fait ça n'existe pas, et ça facilite tout le monde dans la possibilité de pouvoir vivre sa vie de manière normale. Puisqu'effectivement le changement climatique remet en cause l'ensemble non seulement de nos vies individuelles, de nos choix possibles au niveau individuel, mais remet en cause l'ensemble du système dans lequel on vit. Et c'est très très compliqué, que ce soit au niveau des individus ou en tant que société, de faire face à quelque chose qui est extrêmement unique en son genre. L'humanité n'a jamais eu à faire face à un tel cataclysme en réalité, et une telle remise en cause de son humanité propre. Donc j'imagine que ça se lit beaucoup comme ça, même si je ne saurais pas quelle conclusion exacte en tirer. Après, et encore une fois pour relativiser, nous ce qu'on constate beaucoup, notamment sur la question de l'affaire du siècle, mais ce qu'on constate aussi dans l'ensemble des mobilisations qui ont lieu, que ce soit sur les marches, sur l'ensemble des actions qui ont lieu, dans tout ce mouvement climat qui est en train de s'élargir, c'est une implication immense de la jeunesse. On n'a pas encore les chiffres pour savoir exactement qui sont les gens qui ont signé la pétition de soutien à l'affaire du siècle, mais on sait d'avance qu'il y a une part incroyable de jeunes qui ont soutenu cette initiative-là, des jeunes qui ont envie d'agir. La grève internationale de la jeunesse du 15 mars dernier nous l'a montré. C'était plus d'1 500 000 personnes qui ont défilé partout dans le monde et qui ont fait grève pour le climat. Et en fait, c'était la plus grande mobilisation pour le climat de tous les temps. Et en fait, cette jeunesse-là, elle a aussi envie d'agir. Donc peut-être qu'il y a ce doute-là, il y a ce déni, il y a cette incapacité à pouvoir se voir soi-même dans son avenir. Mais on voit aussi, en contre-coup, une vraie envie d'action, une vraie envie de pouvoir choisir son avenir, de pouvoir agir collectivement. Et donc voilà, et ça va se réitérer, puisque la prochaine grande mobilisation de la jeunesse sera le 24 mai prochain. Au niveau national ou international ? C'est au niveau international que c'est en train de se créer, à voir comment ce sera suivi, mais c'est la 2e grève internationale de la jeunesse. Sur votre site, vos actions sont présentées en 6 rubriques, donc l'affaire du siècle, on en a parlé, la fameuse pétition, les multinationales, notre constitution écologique, les inégalités climatiques. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé rapidement de ces domaines d'action ?
Alors, rapidement, ça va être difficile. Les multinationales, par exemple. Quelle est votre action? Pourquoi vous vous engagez par rapport aux multinationales? Pour nos auditeurs, puisque là on va faire un résumé, vu qu'on ne peut pas y passer toute la journée, je les invite à aller sur votre site Notre Affaire à tous, où c'est très très bien expliqué vos différents domaines d'intervention, avec le pourquoi, le comment. C'est vraiment intitulé comme ça, pourquoi, comment. Donc c'est très détaillé. Donc sur les multinationales. Sur les multinationales, ce qu'on essaye, c'est d'étendre la responsabilité des multinationales en matière climatique. Ce qu'on constate, c'est que 100 multinationales au niveau mondial ont contribué depuis 1988 et la création du GIEC à plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc on sait nommer des responsables à la crise climatique en réalité. Et ces multinationales pollueuses en font partie en très grande partie. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que face au changement climatique qui arrive, les collectivités notamment doivent faire face à des coûts d'adaptation des villes de plus en plus importants. Le problème, c'est qui doit payer ? Qui est responsable de tout ça et qui doit payer? Et en fait, c'est une vraie question. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les villes qui mettent sur la table l'ensemble de cet argent, qui vont créer des parcs et qui vont faire en sorte, qui vont changer le bitume de couleur pour moins absorber la chaleur, qui vont faire en sorte de protéger en fait les droits de leurs habitants. Et du coup, au travers des villes, c'est les citoyens, c'est les contribuables qui en fait payent ces efforts d'adaptation. Alors même qu'on sait dire que 100 multinationales sont responsables du changement climatique. Donc aujourd'hui, ce qu'on réclame, c'est effectivement que chacun prenne sa juste part de ces efforts d'adaptation ou d'atténuation du changement climatique et que du coup, bien entendu, les pollueurs principaux prennent leur juste part. Donc ça, c'est un mouvement qui est mondial. Aux États-Unis, il y a eu des recours qui ont été portés, notamment par les villes de New York, de San Francisco, contre des multinationales pollueuses, en même temps que des grands plans de désinvestissement fossile, puisque ça doit aller ensemble. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qu'on a fait en octobre dernier avec 13 collectivités qui sont allées interpeller Total pour non-respect de la loi sur le devoir de vigilance, qui est un outil incroyable. C'est une loi qui a été adoptée en 2017 en France, grâce aux efforts de Sherpa, du CCFD et des Amis de la Terre notamment, et qui oblige les entreprises à avoir un plan de vigilance respectueux à la fois des droits humains et des engagements environnementaux. Donc dans les différents domaines, donc l'affaire du siècle, les multinationales, notre constitution écologique. Alors ça, c'est le travail qu'on a mené avec des associations de jeunesse, le REFED, le WARN et Climate, pour l'inscription du climat et des limites planétaires à l'article 1er de la Constitution française. Et c'est effectivement un projet qu'on a porté notamment l'année dernière, puisqu'il était question à ce moment-là d'une réforme constitutionnelle qui a pris fin avec l'affaire Benalla. Donc toutes les discussions sur la réforme constitutionnelle ont été arrêtées à partir du début de l'affaire Benalla. Donc vous êtes dans les dégâts collatéraux. Voilà, pour l'instant on attend, on ne sait pas encore bien si la réforme constitutionnelle va reprendre. On nous annonce peut-être en juillet de cette année qu'elle pourrait reprendre, on verra. Nous, on continue à porter ce plaidoyer-là et ça nous semble essentiel effectivement que dans le texte fondateur de l'ensemble de nos droits et de l'ensemble de ce qui fait nous, société, au travers de l'inscription de ces deux termes, de l'action pour le climat et des limites planétaires dans la Constitution, ça permettrait d'orienter et de cadrer en fait l'ensemble de l'action publique, de l'action politique de nos gouvernements actuels et futurs, et de pouvoir lutter, nous, citoyens ou autres, lors de projets qui sont par exemple climaticides, de projets qui ne correspondraient pas du tout à ce projet de société qui est inscrit normalement dans notre Constitution. Ce qu'on entend en fait, c'est que la Constitution, elle sert à quoi? La Constitution, elle donne un cadre pour l'ensemble de nos lois, pour l'ensemble de ce qui fonde notre société. Et ce cadre-là est censé être durable, c'est-à-dire que c'est la loi fondamentale sur laquelle tout s'appuie et qui fonde notre société. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on continue à effectivement dépasser les limites planétaires comme on le fait, en fait, on n'assure pas le droit pour les futures générations, on n'assure pas du tout que dans 10 ans, que dans 20 ans, l'ensemble des droits qui sont d'ailleurs constitutionnels, que ce soit le droit à la vie, le droit au logement, le droit à la propriété, le droit à toutes ces choses-là, soient en fait protégés et garantis. Donc en fait, un des fondements de notre Constitution doit être le droit climatique et le droit de l'environnement pour pouvoir garantir en fait l'ensemble des autres droits qui sont cités dans cette Constitution-là et qui sont fondamentaux, qui font de nous société. Donc oui, c'est essentiel de se battre pour l'inscription du climat et des limites planétaires, donc d'inscrire au-delà de l'action pour le climat qui peut être très très vague, la question de la biodiversité, la question des ressources qui sont prélevées à la Terre dans ce texte fondamental effectivement. Donc il y a aussi les inégalités climatiques par rapport en fait aux premières personnes qui vont être, qui sont déjà victimes. Ouais.
Alors tout à fait. Enfin, aujourd'hui, nous, on a décidé d'engager ce travail-là sur les inégalités environnementales et climatiques, puisqu'effectivement, il y a très peu de recherches qui sont faites aujourd'hui en France sur ces questions-là. On a beaucoup d'études dans les pays anglo-saxons, sur lesquels on s'appuie énormément, sur les impacts, par exemple, des changements climatiques, des catastrophes climatiques, des sécheresses, des vagues de chaleur, sur les personnes âgées, sur les femmes, sur la reconnaissance des violences, par exemple, faites aux femmes lors de vagues de chaleur. On a des études, par exemple, sur ces questions-là, faites dans les pays anglo-saxons. On a très peu de ces études-là en France. Or, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a des impacts du changement climatique et on a décidé de s'engager là-dessus, aussi pour dire que le changement climatique était ici et maintenant. Et ça, c'était un combat qu'on devait mener il y a encore 1 ou 2 ans en réalité, puisqu'on considérait encore à l'époque que le changement climatique, c'était quelque chose d'assez lointain, etc. et qui nous arriverait dans 10 à 20 ans. Là, en fait, en 1 an ou en 2 ans, les choses ont radicalement changé dans le discours en France là-dessus. Donc, on est heureux si on a pu y contribuer au travers de ce travail-là. Au-delà de ça, ce qui nous importe, c'est de pouvoir donner des moyens d'agir aux gens, donner de l'espoir aussi et la possibilité d'agir collectivement. Et ce qu'on a remarqué en essayant d'aller chercher ces différents témoignages de personnes qui sont impactées par le changement climatique, parfois c'est au travers de leur activité professionnelle, parfois c'est parce que leurs logements sont inondés tous les 2 ans par des pluies torrentielles ou par la hausse du niveau de la mer, parfois c'est par des vagues de chaleur notamment pour les personnes les plus âgées, parfois c'est à cause de maladies qu'on ne trouvait plus sous nos contrées mais qui sont en train d'arriver. Et donc en fait que tous ces gens-là puissent discuter, puissent témoigner aussi des impacts et puissent à la fin, in fine, protéger leurs droits. Ce qui nous paraît essentiel et du coup pouvoir constituer des class actions, des actions de groupe de personnes qui puissent aller protéger leurs droits, clamer la protection de leurs droits devant les tribunaux. Donc ça, c'est une optique de long terme. Et effectivement, on a commencé ce travail-là lors du People's Climate Case, qui est le recours en justice des 10 familles face à l'Union européenne, qui pointe un manque d'ambition des politiques climatiques de l'Union européenne, qui n'ont pas été revues depuis 2014 en réalité, et du coup qui n'ont pas été revues depuis la COP21. Donc l'Union européenne est totalement en dehors des clous en matière d'objectifs climatiques, et c'est assez dingue d'ailleurs de se dire qu'on est en 2018 et que rien n'a changé. Et qui pointe du coup ce manque d'ambition en disant en fait le manque d'action de l'Union européenne affecte nos droits les plus fondamentaux. Et donc là on a l'association de jeunesse Sami qui est un peuple indigène qui habite en Suède et qui dit que en fait leur savoir-faire traditionnel, que leur reine, c'est un peuple nomade, ne peut plus se nourrir à cause de la fonte du permafrost. En Suède, on a des personnes qui travaillent dans le tourisme, par exemple en Italie, autour des glaciers dans les Alpes, qui ont une perte de revenus incroyable parce qu'il n'y a plus de glaciers en réalité là-bas. Et c'est vraiment très intéressant tout ce recours européen qui est porté par ces familles-là. Bref, ça c'est l'ensemble des droits qui sont aujourd'hui affectés par le manque d'action et le manque d'ambition. Donc oui, il faut se donner du courage, oui, il faut agir ensemble et oui, on est persuadé qu'on peut le faire. Notre force, elle vient du collectif. Que ce soit nous en interne, ça vient des dialogues entre juristes, entre chargés de communication, etc., entre chercheurs aussi, qui font cette force-là. Mais effectivement, vu qu'on fait des ponts avec le monde journalistique, avec le monde de la recherche, des académiques, des associations, enfin, on arrive à faire tous ces ponts-là et c'est ce qui fait la force du combat qu'on mène pour la justice climatique. Il y a énormément d'enjeux, mais il faut qu'on soit à la hauteur. En fait, c'est ce qu'on dit aussi dans notre manifeste. En fait, on a une obligation morale d'être à la hauteur collectivement et nous n'avons tout simplement pas le droit d'échouer. Donc on va y mettre toutes nos forces et bien entendu, tout le monde est le bienvenu pour rejoindre ce combat-là, que ce soit avec nous ou avec la multitude d'associations, de mouvements qui portent des actions en ce sens. Donc donnez-nous l'adresse de votre site internet. Alors oui, pour nous rejoindre nous, vous pouvez aller sur notrafaireatous.org. On est une association loi 1901, donc il est possible d'adhérer à l'association et ensuite de s'engager dans l'un des multiples groupes de travail qui ont été évoqués aujourd'hui. Oui, il y a un site aussi pour l'affaire du siècle. Alors, et pour aller signer, soutenir l'affaire du siècle, on peut toujours signer pour l'affaire du siècle. On peut toujours signer, oui. On n'a toujours pas fermé, mais on a objectif 65 millions et c'est sur l'affaire-du-siècle.net. Marie Pochon, merci beaucoup. Très bonne continuation à vous tous, dans votre nouveau lieu et dans tous vos combats. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de So Sweet Planet sur le site sosweetplanet.com.
Une interview réalisée par Anne Greff.